Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ce numéro du Club de la Presse. L'actualité dominée par la dissolution du gouvernement. Nous allons en parler sans oublier les nominations à la tête des institutions de la République. Le Conseil d'État a rendu les décisions sur les recours. Reprise des élections à Dabakala, à Tiasalé, à Oumé. Confirmation des élections à Cocody, Plateau ou encore à Yopougon. Pour en parler, nous recevons avec beaucoup de plaisir nos consultants, à commencer par Dr Bamba Sidiki, qui est enseignant-chercheur à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Notre analyste maison est là, Lansine Bakayoko. Bonsoir, que nous recevons également avec beaucoup de plaisir. Nous recevons Félix Boni, analyste politique, qui est avec nous ce soir. Et pour terminer, Augustin Couillot aussi est là avec nous. Messieurs, je vous souhaite la bienvenue. Bonsoir à tous. Bonsoir à toutes. Bienvenue dans le Club de la Presse. Le président de la République dissout le gouvernement en fin des fonctions du Premier ministre et de l'équipe gouvernementale. Voici le communiqué lu par le secrétaire général de la présidence de la République. Communiqué de la présidence de la République. Le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a procédé ce vendredi 6 octobre 2023, conformément à l'article 70 de la Constitution, à la signature d'un décret mettant fin aux fonctions du Premier ministre, chef du gouvernement, ainsi qu'à celles des membres du gouvernement. Le président de la République exprime sa gratitude au Premier ministre Patrick Achi et à l'ensemble des membres du gouvernement pour leur engagement au service de la nation au cours de ces dernières années. En attendant la nomination du nouveau Premier ministre et la mise en place du nouveau gouvernement, le Premier ministre et les membres du gouvernement sortant sont chargés d'expédier les affaires courantes, fait à Abidjan le vendredi 6 octobre 2023. Alors, messieurs, on le savait, c'était avant le 12, date de la rentrée du Sénat. Quelles sont vos impressions? Est-ce que vous êtes surpris par le timing, Augustin Couillot? Bon, ce qui a un peu surpris, c'était l'annonce par le président au cours d'un conseil des ministres de nommer un nouveau gouvernement. Ça, c'était longtemps avant le communiqué officiel. Donc, depuis, disons, environ une semaine avant, les ministres savaient qu'un nouveau gouvernement allait être mis en place et que bon, des nouveaux chefs d'institution allaient être nommés. Voilà, moi, ce qui me surprend un peu, c'est le fait que l'annonce a été faite, disons, quelque chose qui n'était pas institutionnel, qui n'était pas très officiel. Mais c'est le président qui l'a dit, donc ça allait se faire. Maintenant, c'est confirmé par un communiqué qui met fin aux fonctions du Premier ministre et des membres du gouvernement. Donc, bon, les ministres et autres, en tout cas la population n'était pas vraiment surprise de voir cette procédure, mais c'est nouveau quand même de la part du président de dire au ministre qu'il va nommer un gouvernement, ensuite de prendre maintenant un décret mettant fin au gouvernement en fonction, et puis maintenant on attend peut-être dans une semaine encore, ou bien peut-être au cours de la semaine qui vient, la nomination, la mise en place d'un nouveau gouvernement. Voilà, les gens sont préparés à ça, donc on attend ce qui va se passer. Félix Boni? Oui, c'est comme l'a dit Couillot, c'est la confirmation d'une décision déjà annoncée par le chef de l'État, mais j'avoue que rien n'est surprenant. On sortait des élections locales et puis on va aborder un dernier virage vers 2025. Alors, déjà, même si le président ne l'avait pas annoncé, je crois que les membres du gouvernement savaient qu'il allait y avoir quand même une sorte de révision de l'équipe gouvernementale par rapport au dernier virage, je dirais, qu'on va aborder maintenant. C'est-à-dire si jusque-là, on a eu un gouvernement en mission, au travail, peut-être on va avoir certainement un gouvernement un peu plus de combat, avec un peu plus peut-être de poids politique, parce qu'il va s'agir maintenant de se préparer maintenant pour 2025. Alors,
Peut-être la seule chose qui me surprend un peu et qui ne me surprend pas totalement dans le communiqué, c'est plutôt le Premier ministre qui n'a pas été reconduit. Le même jour, vendredi 6, au Sénégal, le Premier ministre Amadou Ba a été démis et reconduit pour former un nouveau gouvernement. Patrick Achi en est à sa deuxième démission sans être reconduit. Est-ce que cette fois-ci, ce sera pour de bon, il ne sera pas reconduit? Est-ce qu'il va être reconduit? Je crois que le débat fait déjà coup et on va voir ce qui va se passer. Lansana, quel est votre regard? Oui, moi, je pense que le président de la République, dans ses prérogatives, il est le maître de l'horloge. En tout cas, dans la République qui est la nôtre depuis la dernière Constitution, c'est lui qui détermine la politique du gouvernement et met en place un chef d'orchestre qui est chargé de l'animer. Donc, il est en devoir, il est en droit, j'allais dire, de nommer quand il veut, comme il veut et qui il veut. Donc ça, c'est quelque chose déjà qu'il faut noter. Et par le passé, souvent, c'est les élections qui sont vraiment des élections politiques. J'ai envie de dire les élections législatives, c'est à l'issue de ces élections que parfois le chef de l'État prend des mesures en fonction des forces politiques en présence, de faire quelques changements dans son gouvernement ou de procéder même à un réaménagement en profondeur de son gouvernement pour tenir compte de la puissance et de la force ambiante après les élections législatives. Mais là, nous voyons que c'est une élection locale, une élection municipale. Le plus souvent, ça n'a pas un fort impact sur la vie politique, mais le chef de l'État a décidé de mettre en place un nouveau gouvernement. Moi, je pense que c'est simplement parce qu'il venait des vacances gouvernementales, c'était la rentrée, et donc il a une sorte de programme qu'il a essayé de dévoiler pour dire oui, l'année va commencer, l'année gouvernementale commence, mais voici ce que je vais faire. Exactement comme dans les salles de classe, comme dans les universités où le professeur peut décliner sa vision de l'année. Donc moi, je ne suis pas tout à fait surpris de ce nouveau gouvernement qui va se mettre en place. Maintenant, quel sera, est-ce que ce sera un changement de forte amplitude? Ça, le chef de l'État, lui seul, a cet agenda. On peut déjà noter que la teneur, la tonalité du communiqué du secrétaire général de la présidence montre que il y aura quand même des changements absolument importants. D'accord, on va en parler. En attendant, on va continuer sur les premières impressions avec Dr Bamba. Est-ce que vous comprenez l'enjeu déjà? Parce que l'enseignant en a parlé un peu. Après des élections, c'est possible qu'il y ait ce genre de remaniement. Est-ce que cette fois, vous comprenez cet enjeu? Oui, c'est normal. L'enjeu est politique. Et moi, je crois qu'il y a ce que nous savons et il y a ce que nous ne savons pas. Dans les arcanes du pouvoir, il y a des choses qui nous échappent. Donc, je considère que le président de la République est suffisamment informé de tout ce qui peut bruisser dans la République pour pouvoir faire les changements. Donc, on se serait dit étonné, mais l'étonnement n'est point grand dans la mesure où tout le monde savait que ce remaniement se ferait. Mais ce qui, moi, m'a intéressé dans ça, c'est que le président de la République dit que ce n'est pas parce qu'on a gagné ou pas gagné les élections qu'on serait reconduit. Ça, c'est une bonne nouvelle. Je pense que finalement, ça peut être le premier critère. Ouais, pourquoi pas? Voilà, on le voit. C'est-à-dire que l'élection, quelqu'un qui va aux élections, qui les remporte, s'il est ministre de la République, il pense qu'il va garder sa place. Mais là, on dit que ce n'est pas un gage. Je crois que c'est ça qui apporte ce petit piment-là au nouveau gouvernement qui va arriver. Et puis, en plus, il y a les casseroles de la République. Vous convenez avec moi qu'il y a des ministres, depuis Hachi 2, dans leur département, il y a eu quand même des choses qui ne vont pas bien. Donc, on attend également ce nouveau gouvernement-là avec un changement en profondeur. Moi, en tout cas, c'est mon vœu qu'il y ait un changement en profondeur parce qu'il y a quand même des gens qui occupent des postes depuis belle lurette. Donc, si on prend sur le long temps des ministres, des visages qui ont été vus depuis longtemps, je crois qu'on a besoin vraiment de cette nouveauté-là. Maintenant, la grande question, c'est aussi le Premier ministre. Logiquement, on s'attendait à ce qu'il soit automatiquement reconduit. Il ne l'est pas, mais ça fait partie aussi du jeu politique. Tout le monde est sous pression, tout le monde est sous tension. Donc, nous attendons de voir véritablement... Est-ce que vous pensez, justement, on allait y arriver, est-ce que vous pensez que ce sera une reconduction ou bien, très clairement, c'est de faire du tout neuf? Tout ce que nous allons dire ici, c'est de la politique fiction.
Voilà, nous ne sommes pas dans la tête de M. Ouattara pour savoir exactement ce qu'il a décidé ou dans son cercle restreint. En tout cas, si nous analysons à froid le champ politique tel qu'il se déroule, M. Patrick Achi doit être reconduit. Au nom de la géopolitique, au nom de sa performance dans l'armée. Mais je pense que tout ça aussi joue pour lui. Voilà, il est là depuis 2021. En tout cas, il a la charge du gouvernement en place. Mais pour ce que nous savons, ou pour l'analyse que nous en faisons, en tout cas, si critères il y a, et qu'on prend l'élection en tant que critère fondamental, même si le président l'a dit, lui, Achille Patrick, en tout cas pour moi, doit être reconduit. Au nom de la géopolitique, au nom de sa performance. Maintenant, c'est ce que j'ai dit. Mais est-ce que c'est ce qui va se passer? Félix a parlé tout à l'heure de 2025. Oui, 2025 aussi est important pour tous les partis politiques, dans la mesure où il y a en ligne de mire l'élection présidentielle. Voilà, qui ira, qui n'ira pas, avec quelle Est-ce qu'on n'est pas quand même loin de 2025? Ça fait quand même, on est à deux ans. Moi, Augustin. Je pense que 2025, d'ici 2025, on peut encore faire 2 ou 3 gouvernements. Parce que même le gouvernement qui vient d'être dissous, je crois, ça n'a même pas 2 ans. 2021. 2021, bon, oui, mais en temps, il y a eu quand même des nouvelles nominations, après des ministres qui sont sortis du gouvernement. Il y a eu des réaménagements. Il y a eu des retouches. Donc, je pense que 2025, c'est un peu loin. On peut, d'ici septembre ou octobre 2024, on peut encore faire un gouvernement, ou bien janvier 2025, on peut encore faire un autre gouvernement. Mais j'imagine que si ce n'est pas les élections qui ont guidé, les élections qui viennent de se passer, qui ont amené le président à vouloir faire un nouveau gouvernement, c'est qu'il n'est pas content de certaines choses qui se passent au niveau de certains ministres. Soit il n'est pas content du bilan de certains ministres, soit il n'est pas content du bilan effectif du Premier ministre. En tout cas, je pense, sinon, rien ne devrait, si ce n'est pas les élections municipales, rien d'autre ne devrait faire en sorte qu'il fasse un nouveau gouvernement. Je pense qu'il a envie de faire en sorte que l'action gouvernementale soit mieux, impacte mieux, disons, la vie des Ivoiriens. Et voilà, je pense qu'il a fait un bilan à son niveau personnel de l'activité gouvernementale et il n'est certainement pas content de l'évolution des choses. Donc, il veut impulser un nouveau dynamisme, une nouvelle dynamique à l'action gouvernementale. L'on parle aussi de l'entrée d'une sorte d'ouverture de ce gouvernement aux partis d'opposition, notamment le PDCI-RDA, le FPI, le PPACI. Est-ce que vous pensez que ces informations peuvent être justes, Félix? Alors, contrairement à Augustin qui pense que 2025 c'est loin, 2025 c'est dans 24 mois et le dernier remaniement remonte à avril 2021, ça fait 29 mois. C'est-à-dire qu'on peut former un gouvernement maintenant et ne pas faire encore de changements en profondeur de gouvernement, c'est-à-dire on peut faire des réaménagements, faire quelques changements et garder cette équipe, cette ossature comme Patrick Achi a gardé son équipe d'avril 2021 à maintenant. Et alors, dans cette équipe, dans cette perspective, 2025 pour moi, qui n'est pas loin, si on forme un gouvernement maintenant, ce n'est pas le moment aujourd'hui de faire des ouvertures, à moins que ce soit sur la base de certains calculs politiques pour pouvoir éventuellement capter des gens, pour pouvoir élargir sa base électorale. Je crois que quand on est dans ce schéma, dans ce virage, ce n'est pas le moment des ouvertures. Deuxième élément, je crois que là aussi, il ne faudrait pas aussi... ce gouvernement qui va arriver, on pressent un changement en profondeur, et c'est le souhait de tout le monde. Et je crois qu'il y a quand même eu assez de bruit dans la gestion de l'équipe qui a été démise la dernière fois. Beaucoup de bruit, beaucoup de dossiers. Et on a vu comment certains ministres ont essayé de se débattre sur des plateaux ici à la télévision, à la RTI ici. Et je crois que le président n'est pas totalement content de certains ministres. Et à maintes reprises, il a fait comprendre d'une manière ou d'une autre. Et quand c'est comme ça, Dr Bemba le disait tantôt, Patrick Achi devra son maintien à peut-être une géostratégie politique. Sinon, du point de vue de la gestion gouvernementale,
si quelques ministres n'ont pas bien fonctionné, c'est le chef d'équipe qui parfois paye le prix aussi. Hein. Et c'est comme un chef d'unité. Si vous allez au combat, que vous perdez vos éléments ou vos éléments n'ont pas été à la hauteur, c'est que le chef d'équipe n'a pas été bien. Donc, tous ceux-ci mis les uns dans les autres, je pense qu'on va voir quelque chose qui va être assez surprenant dans les jours à venir. Peut-être pas de politique fiction, c'est Dr Bamba qui en parlait justement, mais on est obligé parfois de se projeter sur tout ce qu'on entend autour, surtout sur l'enjeu de ce nouveau gouvernement. Est-ce que vous mettez en perspective, comme l'a dit Kouyo tout à l'heure, 2025 ou Félix? Oui, moi je mets en perspective 2025. L'homme politique, l'animal politique, l'acteur politique en question, tout est calculé. Il n'y a rien de gratuit chez eux. Tout ce qu'ils font, c'est dans la projection. Sinon, il n'y a pas de politique. Voilà. Tous ceux qui sont au pouvoir ont envie de se maintenir au pouvoir. L'opposition a envie de revenir au pouvoir. C'est un jeu normal dans lequel nous sommes. Maintenant, quant aux éventuelles ouvertures, elles peuvent se faire comme ne pas se faire. Mais une chose est sûre, dans l'élargissement de la base du RHDP, ceux qui sont au pouvoir, ils ne devraient pas oublier le FPI aujourd'hui, qui est leur allié. Donc, il se peut qu'il y ait une ouverture envers eux. On ne le sait jamais. Il y a également le parti de Mabry Touakeuse, même s'il est intégré, qui aussi aimerait peut-être avoir une place dans ce gouvernement-là. J'ai même dans mes lectures vu qu'il y a un groupe de MFA à Boaké qui a fait une déclaration prétestant qu'ils sont dans le RHDP et que depuis longtemps, il n'y a plus de poste pour eux. Voilà, c'est l'ouverture de la foire à la nomination des ministres. Donc tout le monde s'attend à pouvoir avoir quelque chose. Donc ça, c'est en tout cas la politique telle qu'elle se déroule au quotidien, telle qu'elle se fait. C'est avec beaucoup de calculs et beaucoup d'intéressement aussi. Danciné? Moi, je pense que nommer un gouvernement, c'est avant tout un acte de raison. Ce n'est pas nécessairement des questions affectives. Et il va sans dire que dans le cas ivoirien, il y a quand même des ministres qu'on voit tous les jours dans nos salons. Ça fait plus d'une, en tout cas, qui sont devenus des meubles au niveau du gouvernement. Aucune pièce, aucun coin de la salle de conseil des ministres ne leur échappe aujourd'hui. Et donc, il y a peut-être nécessité de mettre du sang neuf. Et il faut dire aussi que peut-être le chef de l'État va répondre à quelques grincements de dents au niveau de la base qui considère qu'il y a une certaine petite oligarchie qui s'est installée au niveau du parti et qui jusque-là est devenue quasiment indéboulonnable. Et comme je parlais de meubles qui sont aujourd'hui effectivement de véritables meubles qui ne sortent pas. Maintenant, tu as parlé d'ouverture probable. Moi, je pense que ça doit être le cas parce qu'aujourd'hui, le RHDP a quand même essayé de tisser sa toile dans l'éventail de sa reconquête au niveau territorial. Il va sans dire qu'il y a d'autres personnes qui les ont aidés. Je pense notamment au parti de Pascal Affi-N'Guessan qui manifestement pourrait faire son entrée au gouvernement. Et moi, je n'exprime même pas le PDCI. C'est vrai que Kopli Boni, qui allait rendre visite au chef de l'État la dernière fois, a beau expliquer qu'il s'agissait de venir remercier le chef de l'État après son implication ou bien son intéressement à la question du décès du président Henri Konan Bédié, ça n'aura échappé à personne que, accompagné de ses principaux lieutenants, je parle notamment à Maurice Kakou Dikawe, qu'il a manifestement été question de la vie de la nation, de la vie publique, la conduite de l'action gouvernementale. Donc, je pense que ce monde-là peut peut-être aider dans une sorte de peut-être revirement politique venu au sein du RHDP pour pouvoir aider le gouvernement. Je voudrais préciser à l'endroit du professeur Bamba que Mabry, peut-être intuitif, personne ne peut revenir, mais j'ai semblé entendre que l'UDPCI est encore, il y a des vestiges encore de l'UDPCI qui n'est pas formel. Aujourd'hui, l'UDPCI, même s'il existe complètement de façon informelle, puisque l'UDPCI a complètement intégré le RHDP, donc, et il y a des membres de l'ancienne UDPCI qui sont au gouvernement, je pense au Thiago Laurent, etc., qui sont au gouvernement ou qui occupent des positions de pouvoir réel. Et donc, je pense que peut-être Mabry, intuitif personnel, peut revenir, mais il va venir s'intégrer déjà, rejoindre, comme c'est un fait normal, revenir au gouvernement comme quelqu'un qu'on peut élaguer et puis le faire revenir. Donc, j'estime qu'aujourd'hui, le chef de l'État devrait pouvoir ouvrir son gouvernement. Le PPAC, je le crois moins, puisque ça, ils ont prouvé leur radicalisme. Et puis bon, eux, ils considèrent tous ceux qui essaient de se rapprocher de la République comme des traîtres.
Et je pense que beaucoup aujourd'hui, en présence de Laurent Gbagbo, si Laurent Gbagbo est encore dans l'arène, tel que je vois, c'est le cas, et je vois très peu qui prendraient la responsabilité de trahir Laurent Gbagbo en rentrant dans un gouvernement, comme l'avait fait Adama Coulibaly autour de 1997, quand il rentrait dans le gouvernement du président Henri Konan Bédié, disant qu'il allait constituer un pont entre le RDR de Alassane Ouattara et le PDCI d'Henri Konan Bédié. Alors justement, si on veut établir un pont, il y a aussi les jeunes qui regardent, c'est leur année cette année. Il y a les femmes qui sont à côté, évidemment, qui attendent un peu plus. Peut-être que dans cette nouvelle ossature, puisque ça commence à s'ouvrir, on aura un peu plus de ministres, pourquoi pas? Absolument. Quelqu'un sur le plateau ici disait qu'il y a des ministres qui ont une longue présence au gouvernement. Il y en a qui ont pratiquement 20 ans de ministère en non-stop, 17 ans. Et je crois que c'est l'occasion de rajeunir l'équipe. Puis, parce que quand on traîne comme ça 20 ans, 15 ans, on est quand même sclérosé. Alors c'est l'occasion de rajeunir cette équipe, d'intégrer suffisamment de femmes pour qu'il y ait quand même assez de sang neuf dans cette équipe. Et je pense que c'est ce qui éventuellement va se passer. Le président va penser à beaucoup plus de personnalités neutres. Et tout ça, moi je ne crois pas trop à l'élargissement de l'ouverture, parce que, quoi qu'on dise, vous parlez de Pascal Affi-N'Guessan et le FPI. Pascal Affi-N'Guessan a fait campagne aux élections régionales avec sa future candidature à l'élection présidentielle. Je ne crois pas que s'ouvrir à Pascal Affi-N'Guessan, c'est s'ouvrir un allié, mais plutôt donner du pain béni à un adversaire. Alors, je dis ceci pour dire que l'ouverture pour le RHDP aujourd'hui, c'est de pouvoir coopter de nouveaux cadres, de jeunes nouveaux cadres qui vont être capables également d'élargir la base électorale. Et comme je le dis, 2025, c'est dans 24 mois. Et 24 mois, ce n'est pas long en politique. En politique, 24 mois, ça ne représente rien. Qui veut aller loin maintenant, ça m'entue. Et ce gouvernement qui va se former aujourd'hui, pour moi, ce sera le gouvernement de combat du RHDP en prélude à 2025. Et donc, le changement notable qui devrait se faire, c'est le choix de nouvelles personnalités pour aller à la conquête de nouveaux publics pour le RHDP, pour accroître déjà cette base électorale que le RHDP a présentement. Félix Boni, tu parles de Affi-N'Guessan qui serait un adversaire potentiel du candidat du RHDP en 2025. Mais je pense qu'aujourd'hui, en l'état actuel de l'environnement politique et de la géopolitique nationale, Pascal Affi-N'Guessan n'a pas la stature pour pouvoir concurrencer le RHDP. Sérieux? Oui, bien sûr qu'il n'a pas la stature. Aujourd'hui, il représente... Je ne pense pas qu'il pourra rattraper son retard. Ce n'est pas son avis. Hein. Oui, mais ça, c'est une posture politique. Ça, il faut l'accepter. Pascal Affi-N'Guessan qui fait monter les enchères, qui est en train de s'activer, prétextant qu'il va être mais de toute façon, il y a quand même un partenariat, non, je pense. Il y a un partenariat, mais je pense qu'aujourd'hui... Le partenariat n'a pas marché dans le Moronou, hein, déjà. Je pense qu'aujourd'hui, le contenu du parti politique de Affi-N'Guessan n'est pas en situation de rivaliser avec le RHDP. Donc, je pense que tout ce qu'il fait, toutes les déclarations qu'il fait, peuvent être des questions de positionnement politique. Ce qui fait que le RHDP n'est pas obligé de s'ouvrir à Affi-N'Guessan pour pouvoir continuer sa marche. Vous savez, la politique, souvent, c'est des actes et c'est souvent des symboles. Je pense qu'Augustin Couillé... Bon, moi, je pense que si éventuellement le président de la République ouvre le gouvernement, enfin, je ne sais pas, faire entrer une personnalité du FPI, ce ne serait pas une ouverture à une opposition ou à un adversaire. Parce que c'est clair que le FPI a fait une démarche très claire, publique, visant à s'allier au RHDP, ou en tout cas, et ça a été acté. Et même si dans le Moronou, le président Affi a été battu, le contexte local a été pour quelque chose. Voilà, c'est les luttes au niveau local qui ont empêché l'élection du président Affi. Mais sinon, aujourd'hui, vous voyez le conseil municipal de Yopougon, où il y a le professeur Pierre Dabo-Godé, qui est troisième adjoint au maire, à Bobo, où Diabaté Bé est rentré comme 8e adjoint au maire. À Grand Laou, effectivement, le FPI au conseil municipal. D'accord. Donc pour dire que... Il n'y a pas de... Non, pour dire que... C'est vrai, il y a eu une frustration due à l'échec du président Affi, mais les gens du FPI n'ont pas fondamentalement remis en cause ce partenariat. Donc si
il faisait nommer, enfin, il nommait une personnalité du FPI dans le gouvernement. Ce serait comme... Ce ne serait pas une surprise. Voilà, d'accord. De toutes les façons, on va continuer d'en parler, puisqu'il y a, avant cette dissolution du gouvernement, les nominations à la tête des institutions. Voici donc un changement qu'on va regarder dans ce communiqué et on se retrouve. Communiqué de la présidence de la République. Le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a procédé ce mercredi 4 octobre 2023 à la signature de plusieurs décrets de nomination au titre des institutions de la République. Au titre de la présidence de la République, M. Gilbert Koné Kafana, ancien ministre d'État, est nommé haut représentant du président de la République. M. Théophile Awan Doli, ancien ministre, est nommé inspecteur général d'État. Au titre de la Cour de cassation, M. Yua Kofi, magistrat hors hiérarchie, groupe A, échelon unique, est nommé président de la Cour de cassation. Au titre de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance, M. Epiphane Zoro Bibalo, ancien ministre, est nommé président de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance. Au titre de la Grande Chancellerie de l'Ordre national, M. Ali Koulibaly, ancien ministre, est nommé Grand Chancelier de l'Ordre national. Par ailleurs, Mme Henriette Dagri Diabaté est nommée Grande Chancelière honoraire de l'Ordre national en reconnaissance de sa grande contribution au rayonnement de l'institution. Le président de la République lui exprime sa gratitude pour sa gestion exemplaire de la Grande Chancellerie de l'Ordre national au cours des dernières années et pour son engagement au service de la nation. Fait à Abidjan le mercredi 4 octobre 2023. Alors, docteur Bamba, dissolution du gouvernement, mais avant il y a eu ces nominations, peut-être une nouvelle trajectoire? Oui, pourquoi pas. Moi, je parlais d'une sorte de mise en bouche avant qu'il y ait vraiment le chamboulement gouvernemental. C'est ce qui nous intéresse le plus. Mais ce qui est intéressant dans ces nouvelles nominations à des postes institutionnels, c'est la mise à l'écart de Mme Henriette Dagri Diabaté et de M. Ngolo Koulibaly, qui sont quand même des figures emblématiques du RDR et ensuite du RHDP, qui enfin ont été mises à l'écart. On n'a jamais pensé que cela aurait été possible. Il y a encore d'autres personnalités de la République qui sont à des postes qui ont besoin vraiment, ces postes-là, d'être rajeunis d'une certaine façon. Donc pour moi, en regardant, c'est le retour d'Ali Koulibaly, qui est à un poste institutionnel. La grande chancellerie. Voilà, la grande chancellerie qui remplace Henriette Dagri Diabaté et qui, elle, pour la première fois dans la République, je n'ai pas suffisamment fouillé, peut-être que je n'ai pas la vraie version de la vérité des choses, mais c'est la première fois que dans la République, on a une chancelière honoraire. En tout cas, selon mes petites connaissances de l'évolution de la politique en Côte d'Ivoire, je n'ai jamais vu cela. Donc c'est la récompense toujours de cette grande dame-là qui, dans l'histoire politique même du RDR et ensuite du RHDP, a occupé une place de choix. Ça a été dit dans le communiqué, je ne saurais dire le contraire. Voilà, moi je crois que c'est l'arrivée d'Ali Koulibaly et elle, son départ. Il y a aussi le ministre Epiphane Zoro, qui est à un poste, à mon avis, taillé sur mesure. Magistrat qu'il est, il était déjà à un ministère de la bonne gouvernance, il se retrouve à un poste institutionnel de la bonne gouvernance. En tout cas, c'est une bonne chose. Un poste ministériel qui se libère. Voilà, qui se libère, mais c'est une bonne chose. Je crois que c'est la continuité de son travail qu'il faisait déjà dans son ministère. On va voir avec lui comment les choses vont pouvoir se passer. Et à regarder les têtes qui nous ont été proposées, je crois qu'il est suffisamment jeune. Donc, en termes de rajeunissement, ce n'est pas qu'il est un homme neuf, non, ce n'est pas ce que j'ai dit. En termes de rajeunissement, c'est une forme de rajeunissement, en tout cas au niveau de ces institutions-là. À part ça, les autres qui ont été nommés également, bon, c'est une bonne chose pour la République, pourquoi pas. C'est dire qu'on peut changer les hommes et les femmes qui sont à des postes depuis longtemps pour permettre une forme de respiration de la République, pour dire que les nominations aussi peuvent se faire de cette façon-là. Augustin Couillot voulait réagir sur... Oui, moi je ne vois pas tellement de... Enfin, il n'y a pas de nouvelles têtes. Voilà, c'est vrai que Henriette Dagri Diabaté
prend un poste honoraire, comme Bamba l'a dit, qui est nouveau. Ali Koulibaly qui la remplace, mais le confrère, l'aîné, Ali Koulibaly, n'est pas du tout nouveau, ça ressemble beaucoup à comment on peut appeler ça, les gens qui connaissent l'expression de chaises musicales. Un jeu de chaises musicales. Un jeu de chaises musicales. Voilà, donc il y a Yua Kofi qui est parti de plusieurs institutions. Aujourd'hui, il est encore à la tête Donc, on attend les mêmes noms. Pour l'instant, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Les mêmes noms, Ali, Yua Kofi, Henriette Diabaté, le vieux Nglou, bon, il va peut-être à la retraite, mais il ne faudrait pas s'étonner de le revoir à une autre institution. L'ancien maire de Yopougon, Gilbert Kafana Koné, qui prend un poste de haut représentant. Bon, on dit haut représentant du président de la République, ça c'est tout à fait nouveau comme titre. Mais lui, la personne qui l'occupe n'est pas nouvelle. Donc, je ne sais pas si fatalement, dans ce pays, enfin en Côte d'Ivoire, il est pratiquement difficile au chef de l'État qui se succède de mettre vraiment à la retraite leurs compagnons. S'ils sont obligés de toujours trouver quelque chose à quelqu'un parce qu'il a été un compagnon de longue date. Même quand ils ont atteint... Est-ce qu'il y a un facteur que vous ne prenez pas en compte, la question de la confiance? Oui. Peut-être. Est-ce que ce n'est pas finalement un élément déterminant? Justement, la confiance est déterminante. Elle est déterminante, mais je pense que dans les partis politiques, il y a beaucoup de gens qui se battent. Et parfois, quand on arrive au pouvoir, on entend que les mêmes noms. Et parfois, même quand on doit libérer un poste, on cherche à savoir où celui qu'on enlève, où on doit le placer d'abord avant de chercher à le libérer. Alors qu'il y a des gens qui ont mené aussi les combats et dont on ne qui attendent toujours. Qui attendent toujours. Fonction. L'enseignant avait semble-t-il demandé la parole. Oui, un préalable. Je voudrais tout de suite dire que la mise à l'écart de Ngolo Koulibaly et de Henri Dagri Diabaté ne sont pas la marque d'une désaffection ou bien de quelques discordes qu'il puisse y avoir entre le chef de l'État et ces deux personnalités. Ces deux personnalités, moi je les ai vues il n'y a pas très très longtemps, même du point de vue physiologique, ils sont complètement diminués par rapport à l'âge, tout ça, et donc aujourd'hui, physiologiquement, ils étaient déjà même, ils sont peut-être en bout. Donc, il est tout à fait normal qu'on les remplace par de nouvelles personnalités qui, eux, ont toute leur puissance musculaire pour pouvoir faire le job pour lequel ils étaient là. Et puis, Fan Balo, tout le monde sait, c'était quand même, c'est une des figures de la probité, de la rigueur de la Côte d'Ivoire et aussi de l'intransigeance dans la vertu. Donc, si aujourd'hui il est dans le beau rôle, tout ce que moi je peux demander, c'est de donner plus de moyens, ou bien en tout cas des moyens institutionnels à la haute autorité pour la bonne gouvernance, parce que jusque-là, on a eu l'impression que cette institution se comportait comme un commissariat de quartier qui ne faisait qu'arrêter les petits brigands de nos communes. Or, aujourd'hui, pour moi, cette haute autorité a été créée pour mettre hors d'état de nuire les bandits à col blanc, c'est-à-dire les hautes personnalités, les grandes personnalités, comme elle-même, cette institution, elle est une haute autorité, elle devait avoir les moyens de mener une haute lutte, de normaliser la vie publique. Pour le moment, je n'ai pas eu l'impression que ça a été le cas. Donc, si c'était un déficit institutionnel, il faudra renforcer ce déficit institutionnel. Maintenant, Yua Kofi qui vient, c'est vrai, ce n'est pas un homme du sérail en tant que tel, mais c'est quelqu'un quand même qui a quelques habitudes des institutions. Je crois savoir qu'en 2007, il était déjà président de la Commission nationale de supervision de l'identification. C'était en ce moment-là un poste vraiment de haute portée, c'était un poste stratégique à cette époque, mais je pense qu'il a tenu la dragée haute. Et globalement, je vois souvent les gens brocarder un peu le haut représentant du chef de l'État, mais ce n'est pas nouveau. Dans beaucoup de républiques, ça existe. Même au Niger, au Sénégal, au Gabon, au Cameroun, oui, il y a des hautes autorités qui existent, qui peuvent
mener des actions que le chef de l'État voudrait bien leur recommander. Et peut-être des missions qui peut-être ne sont pas nécessairement des missions, je ne vais pas dire républicaines, mais des missions officielles qui peuvent, par exemple, faire de la médiation souterraine, une sorte de diplomatie parallèle. Donc, je pense que c'est des postes, ça peut peut-être gêner, mais c'est dans la matrice d'action de la gouvernance publique. Donc, je pense que il faut aussi dire qu'il ne faut pas aussi continuer de dire que bon, c'est les mêmes qui reviennent. La lutte politique, quand on s'y engage, j'entends souvent les gens dire qu'on ne vient pas à la politique pour être nommé ou bien pour des postes. Mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Quand on fait de la politique, c'est pour les postes. Ça, il faut qu'on le sache. On ne peut pas faire de la politique et vouloir les postes pour les autres. Quand on fait de la politique, c'est pour avoir des positionnements. Sur un débat, Gisèle va commencer je crois qu'on ne peut pas aujourd'hui mettre à l'écart l'ancien maire de Yopougon ou des caciques du système. Comme ça, les jeter à la rue et prendre des gens qui, eux, ne savent même pas comment les gens sont venus au pouvoir. Ça, je pense que ça ne peut pas se passer comme ça. Vous allez réagir après. C'est Félix Boni que j'ai lu parce qu'il a rendu public une fraise, elle était suffisamment longue. Je pense que très rapidement, lui, il n'est pas allé par quatre chemins. Il a tout de suite vu l'homme qui pourrait être celui de 2025. Oui, même si je suis fondamentalement contre ce poste dans des places à Bakayoko, il y a suffisamment d'institutions budgétivores en Côte d'Ivoire. Je ne croyais pas qu'il fallait en créer encore d'autant puisqu'on a un poste de vice-président de la République. Donc le haut représentant pour la République, moi j'ai vu en cela une nomination politique qui peut avoir des relents par rapport à 2025, la préparation à 2025. Si ce n'est un potentiel successeur, ça peut être un acteur majeur pour éventuellement préparer la succession, dénicher l'oiseau rare pour la succession, aller faire cette médiation pour la succession. N'oublions pas que le haut représentant, celui qui est le haut représentant du chef de l'État aujourd'hui, n'est rien d'autre que le président du directoire du RHDP, c'est-à-dire le numéro 2 du parti au pouvoir. Et donc, pour moi, ça rentre éventuellement dans cette vision politique, dans ce schéma politique du président de la République. Alors, ce qui est nouveau dans toutes ces nominations qui ont été faites pour moi, c'est effectivement ce que Dr Bamba et Augustin l'ont dit tantôt, le fait de créer des structures nouvelles comme une institution nouvelle comme le haut représentant, le fait d'avoir une grande chancelière honorée, cela va de soi pour le grand combat qu'il a mené. Je crois que c'est ne pas laisser tomber Mme Mariette Dagri-Diabaté dans l'anonymat. Mais j'ai un petit bémol quand même par rapport à tous ces changements. Je ne vois aucune femme dedans et c'est comme si le RAD pendant 13 ans quand même de règne de pouvoir n'a pas quand même suffisamment préparé des femmes alors qu'on est dans une situation de promotion du genre. Moi, je fais partie, je soutiens le mouvement I-Forci et j'aurais bien voulu que de ces 5 noms, il en émerge au moins un nom féminin, d'autant plus que Mme Diabaté, grand chancelier honoraire, ne sera plus opérationnelle. J'aurais bien voulu que parmi ces 5, il y ait au moins une femme pour que cela quand même prenne en compte la question du genre. Parce que quand dans une république, tout devient phallocrate alors qu'on se bat avec des postes de ministère pour la promotion du genre et qu'il n'y a pas de femmes lorsqu'on fait des nominations. Nanaba Kamara qui est au Conseil constitutionnel. Oui, déjà, mais il y a eu 5 nominations. Il y a eu 5 nominations. Oui, les 5 nominations, il aurait été intéressant qu'il y ait au moins une femme. Une femme sur 5, ça aurait donné 25%, alors que là, le taux, c'est quand même 30% que le gouvernement s'est fixé comme objectif. D'accord. Une autre actualité dans cette semaine, ce qu'il faut retenir, c'est que le Conseil d'État va terminer le mardi. Mais en attendant, les localités donc les plus entendues, en tout cas, sont fixées sur leur sort. La majorité des recours rejetés. On en parle avec Siaka Kone et on se retrouve. Le Conseil d'État, organe en charge du contentieux électoral tant au niveau des échéances municipales que régionales, a rendu ce jeudi 5 octobre 2023 ses décisions. Sur les différentes requêtes relatives aux élections couplées du 2 octobre dernier, le Conseil d'État a rejeté bon nombre de dossiers. L'audience du 26 septembre dernier a vu le rejet de la totalité des 16 requêtes qui ont été formulées. Quant à l'audience du 28 septembre, 6 requêtes ont été rejetées avec 5 communes concernées et une région. À ce jour, aucune requête n'a été retenue dans le district autonome d'Abidjan. Alors, des élus confirmés, des élections à reprendre dans certaines localités. Quel est votre sentiment, Dr Bamba? Le premier sentiment qui m'anime, c'est d'abord de savoir que le Conseil d'État existe bel et bien, fait son travail. Dans une démocratie comme la nôtre, c'est à saluer. Le contentieux électoral existe. Je crois qu'on doit s'éduquer à pouvoir faire les réclamations au Conseil d'État.
vraiment pour apaiser le champ politique, surtout en matière d'élection et en période électorale. Ça, c'est une très bonne chose. Maintenant, pour ce qui se passe actuellement, il y a eu 84 requêtes en annulation et il y a 71 communes là-dedans. La remarque que nous pouvons faire, c'est que pour l'heure, la majorité des communes où les élections ont été annulées, ce sont les élus indépendants. C'est ce qu'on constate. Et ça fait mauvais genre quand même, parce que c'est comme si derrière, tous les partis de masse, tous les partis politiques arrivent, du moins, à empêcher ces gens-là de pouvoir être élus. Alors qu'on sait dans les différents bastions que ce sont des élections qui ont été reconnues et que même les perdants, pour ce que j'ai lu dans la presse bien sûr, ont eu à féliciter ces indépendants-là dans leur circonscription d'avoir été élus. Donc, qu'est-ce qui s'est-il passé pour qu'entre-temps, ceux qui ont perdu puissent encore faire des requêtes en annulation? Cela va du soi, c'est de bonne guerre dans une république. Mais pour l'heure, en tout cas, l'image que donnent en tout cas les annulations, ce sont des annulations des secteurs où les indépendants ont pu remporter les élections. Oui, Augustin Couillot, c'est votre lecture? Moi, je pense que parmi les communes dont les victoires qui ont été annulées, il y a notre confrère Assalé Temoko. Atia Salé, qui ne décolère, enfin je ne dirais pas décolère pas, mais en tout cas... Oui, c'est évident, puisqu'il n'est pas d'accord. Il n'est pas du tout d'accord. Il estime que certaines choses, en tout cas, ne méritaient même pas, même s'il n'a pas le fond disons, la requête, je veux dire, de l'arrêt qui annule son élection. Aujourd'hui, il n'accepte pas. Bon, il est obligé de se plier, mais il pense que depuis longtemps, il avait prévu que cela arriverait parce qu'il y a des gens qui le considèrent désormais comme leur ennemi parce que voilà, il avait soutenu la crise des data au niveau des téléphonies. Donc, évidemment, le fait que, le docteur Bamba l'a dit tout à l'heure, le fait que les indépendants soient le plus grand nombre, en fait, la plupart des communes, des victoires annulées, soit des victoires des indépendants, peut laisser croire que, bon, comme ces indépendants n'ont pas d'appareil derrière eux, ça peut jeter quelques suspicions. Mais il y a aussi peut-être des candidats de partis politiques dont on a rejeté les recours aussi. Oui, non, bien sûr, mais quand au bout du compte, on n'a que des indépendants, vous savez, il y a la réalité et puis il y a la perception. Et il ne faut jamais ignorer la perception des choses. Ce que les gens perçoivent, on se dit que les gens, on annule leur victoire parce que eux n'ont pas la masse populaire, disons nationale, derrière eux, comme les partis politiques qui peuvent avoir des réseaux pour influencer certaines décisions. Oui, justement. Donc, moi, je pense que cela montre, enfin, il y a même beaucoup trop de cas d'annulation et ça donne le sentiment que la CI, C'est justement la question peut-être qu'on allait se poser juste après. Est-ce que vous comprenez justement ces candidats qui refusent, on va le dire ainsi, les décisions du Conseil d'État? C'est une décision de justice et nous-mêmes qui commentons ici, c'est une décision de justice. Ce n'est pas aisé de commenter une décision de justice parce qu'il s'agit de notre justice. Par contre, je fais le même constat que Dr Bamba et Augustin, que la plupart des zones où les élections ont été annulées sont des zones qui sont concernées par des candidats indépendants. Et on a cette impression que on veut empêcher peut-être éventuellement des gens d'être élus ou peut-être positionnés. Et prenons le cas d'Assalé Temoko, Atia Salé. Bien avant les élections, il a fait il a vendu un grand pamphlet que tout le monde a lu et on a vu un peu comment il montrait les conditions dans lesquelles ils allaient à ces élections avec un adversaire qui éventuellement bénéficierait d'autres avantages et tout. Il remettait en cause même la partition jouée par le préfet et à la fin, il n'a pas eu gain de cause. Et au bout, il gagne les élections.
Aujourd'hui, on invalide ce scrutin. Demain, on va réorganiser cette élection. Vous imaginez si l'adversaire en question gagne ces élections, vous voyez comment cette victoire-là va apparaître aux yeux même des populations locales et même de la nation. Ce ne sera pas vraiment beau. C'est pareil dans une zone comme Ferké. Ferké est un autre indépendant qui n'est pas totalement indépendant parce que son parti politique est dissous, parce qu'il faut être clair, à Ferké, c'est un partisan de Guillaume Soro qui a Ferké, Ouattara Kaouli, qui également perd ces élections. N'oublions pas qu'il a toujours gagné toutes les élections dans sa zone jusqu'à maintenant. Et quand on va reprendre, si jamais demain il perd, comment est-ce que ces électeurs et ces populations vont prendre? Moi, je pense que parfois, il faut regarder, et je crois que même la justice, lorsqu'elle tranche les dossiers, on dit, elle tranche parfois pour la stabilité, pour la paix, et parfois, il faut regarder ces facteurs pour éviter qu'il y ait une sorte de stigmatisation des acteurs et qu'on aille vraiment dans un... Aujourd'hui, le RADP, quoi qu'on dise, a fait un raz-de-marée à ces élections. Le RADP n'a pas besoin de coups de pouce. Je crois que ces quelques indépendants n'auraient rien changé au résultat global que les formations politiques avaient obtenu. C'est un peu déplorable par rapport aux jeux démocratiques dans lesquels nous sommes. Et j'espère bien entendu qu'au bout, lorsqu'on reprendra les élections, tout va se terminer dans la calmie. L'enseigne Bakaïko. J'ai entendu parler de perceptions que les gens pourront avoir, mais la justice, ce n'est pas les états d'âme. La justice, c'est l'intime conviction du magistrat et il n'obéit qu'à la loi et à son intime conviction. Le magistrat qui tient compte des états d'âme est loin de sa fonction. Donc je pense que la Cour a tranché. Ce ne sont pas seulement il y a même des candidats du RHDP. J'aime bien la partie intime conviction. Oui, les candidats du RHDP, par exemple à Sarala, c'est un candidat du RHDP. L'élection a été invalidée. Et au niveau de l'Akouta, c'est un candidat du PPACI, l'élection a été invalidée. Donc je veux dire... Dans le Guémon? Oui, dans le Guémon aussi, mais à l'Akouta également. Je veux dire... L'Akouta, ça a été oui, invalidé? Dali a été invalidé? Bien sûr. Donc je pense que... L'Akouta? Oui, l'Akouta. Non. Bon. Il y a un maire qui est élu. Ok, on vérifiera. Donc je veux dire que ce n'est pas nécessairement les candidats qui sont proches du RHDP ou qui ont des acquaintances avec le régime qui sont validés et que le RHDP chercherait peut-être à se fabriquer une autre majorité, cette fois une majorité qui est déjà obèse, peut-être une majorité 2 fois obèse. Donc, je pense que la Cour de cassation a fait son job. Le Conseil d'État a fait son job. Et puis, moi, je ne veux pas faire de fixation sur le cas de Tia Saleh, mais comme les gens en ont parlé ici, c'est déjà, bon, c'est un ami, c'est un confrère. Je ne voudrais pas vraiment parler de son cas, mais nous sommes en République. Et je veux dire qu'il ne faut pas chercher outre mesure à discréditer nos institutions. C'est vrai, j'ai vu moi j'ai appelé ça peut-être ce pamphlet qu'il avait fait à l'encontre de l'ensemble du processus qui était en train de le pousser hors d'état. Mais je pense que ça, c'est un peu, il y a un peu de victimisation qui est dedans. Et donc ça, c'est des choses qui ne sont pas acceptables à mon avis. Maintenant, je conclue en disant qu'il ne faut pas profiter de cette situation pour discréditer la CEI. Moi, je pense que la CEI a correctement fait son travail. La CEI, ce n'est pas la Cour de cassation, enfin le Conseil d'État ou le Conseil constitutionnel. La CEI est chargée essentiellement à peut-être faire la sécurité du processus électoral, mais à compter les voix. S'il a compté les voix, faire de l'arithmétique. Donc c'est ce que la CEI a fait. Maintenant, les questions de fond qui peuvent être débattues, je pense que ça c'est le rôle de la justice et c'est ce que le Conseil d'État a fait. Et d'autres juridictions ont fait. Donc, en tout cas, je ne souhaite pas qu'on cherche forcément à discréditer la CEI en prétextant que la plupart des élections qu'elle avait validées ont été invalidées par nos juridictions compétentes. Oui, parce que c'est vrai que c'est quand même... C'est hors de question de discréditer la CEI. Personne n'a remis à cause... Je crois que sur ce plateau, jusque-là, il n'y a que Bakayoko. Non, peut-être pas sur ce plateau, mais on entend peut-être certaines personnes qui estiment qu'il y a un problème de confiance avec la CEI. Personne n'a remis à cause la CEI. Je crois que la CEI a
a fait son travail et a donné les résultats qu'elle avait. Elle ne fait que compter les voix et dire c'est telle personne qui est la majorité qui a été élue. Et la CEI a fait son travail. Maintenant, dans la suite, lorsqu'il y a eu la requête, je crois que c'est la suite des débats qui fait qu'on est revenu sur ces résultats. Donc, la CEI n'a rien à voir avec ce qui se passe. Mais dans la suite, la manière dont les choses sont passées, et il ne faudrait pas le dire, victimisation c'est quoi? Mais quand tu n'as pas les moyens d'exprimer ce que tu as exprimé, alors tu utilises le canal qui est à ta disposition. Se victimiser c'est quoi? C'est dire voici je suis l'objet d'une sorte d'injustice et je l'écris pour que le monde entier le sache. Alors victimiser c'est aussi une stratégie de défense. Donc, il ne faudrait pas penser que se victimiser, c'est forcément négatif. Oui, mais je prends alors, un seul exemple. Je pense que c'est Dr Bamba qu'on n'a pas encore entendu. Je prends un seul exemple. Quand on a un appareil d'État qui est fort et qu'on est impuissant, il est clair qu'on se trouve victime d'une situation. D'accord. Il a développé un certain nombre d'arguments, mais je prends un seul argument. Il dit qu'il ne comprend pas que l'élection au conseil régional de M. Pierre Ngou Demba a été validée et que lui, son élection a été invalidée. Mais il faut dire que lui, il a remporté les élections avec 4700 voix, 4300 voix, et que l'autre était à 3800 et que la différence était à peu près 930 voix. Dans le cas de Pierre Ngou a eu 71 000 voix contre 14% pour son poursuivant direct. 14 000. 14 000, oui, 71 000 voix contre 14 000 voix. Vous voyez que c'est près de 57 000 voix d'écart. Non, tu n'es pas allé Docteur Bamba. Ce seul argument... Non, ce n'est pas le contexte qui a... Boni, on n'a pas encore entendu André, il ne faudrait pas Dr prendre Bamba. des morceaux sur un plateau. Oui. Où lui aussi, quand même... D'accord. Docteur Bamba, oui, ne pas que ce soit quand même entre vous deux un échange. Docteur Bamba, et ensuite on va revenir. Oui. Je voudrais dire qu'il n'y a pas de remise en cause du rôle du Conseil d'État. Voilà, ce sont des juridictions, nous les respectons tous au même titre. Et peut-être ce qui fait un peu quoi qu'ici, c'est qu'on est dans une forme de pédagogie que nous n'avons pas bien comprise. Pourquoi? La CEI fait bien son travail en décomptant les voix. Ce qui aurait été bien, c'est que nous soyons éduqués à comprendre que les résultats qui sont là ne sont pas véritablement les résultats finaux tant que le Conseil d'État n'a pas siégé sur les cas de requête en annulation. Ça, je crois qu'à ce niveau-là, ça n'a pas été bien fait. Voilà pourquoi il y a incompréhension des gens. Mais pour quelqu'un comme Tia Saleh également, je voudrais dire que j'ai lu quelque part que M. Assali Tiamoko, également en 2016 ou 2018, lui aussi a fait une requête en annulation au Conseil d'État. Donc, il ne devrait pas se plaindre du fait que l'élection soit annulée. Partout où les élections ont été annulées, c'est qu'on va revenir dans le cas de ces gens-là à encore donner de l'argent pour aller encore à des élections. Et ça coûte cher tout cela. Moi, vous parlez de Tia Saleh, vous parlez d'autres choses. Je parle du cas de Dabakala. Par exemple, oui, à Dabakala, le jeune Koulibaly, pour ce que je sais, vu que c'est une élection que j'ai suivie, a véritablement remporté, à preuve son adversaire direct qui était celui du RHDP, l'a bel et bien félicité en tant qu'un jeune cadre qui venait de remporter les élections. Oui, finalement, ils ont tous félicité, mais après, ils sont allés au Conseil d'État. Rien ne présageait de cela. Et c'est parce que aussi, sur place, là-bas, tout ce qui a été dit n'a pas été suffisamment clair. Parce que pour les urnes, par exemple, qui ont été cassées, ça a été cassé dans le village de celui qui est aujourd'hui le président du Conseil général du handball. Donc, c'est là-bas seulement qu'il y a eu casse de 2 urnes. Ça ne saurait, dans ce cas précis, vraiment entacher l'élection d'un jeune. Et surtout que nous sommes dans l'année de la jeunesse. Oui. Je crois que c'était quand même un bel exemple. Ils y mettent quand même le sentiment. Oui, Kouyo, pour terminer, parce que ça va vite. Oui, justement, je voudrais dire à Lassine que on ne discrédite pas la CEI, on ne discrédite pas le Conseil d'État. Mais ils prennent des décisions qu'on peut critiquer. Moi, je m'autorise. On n'est pas obligé d'être d'accord. Même si on ne peut rien contre, on n'est pas obligé d'être d'accord. Parce que parfois, il y a des arguments qu'on estime qui ne tiennent pas la route. Bon, la CEI, moi, je pense que, pour être clair, la CEI a mal travaillé sur toute la ligne. Voilà. Moi, cette remise en cause voilà, justement, non, je voulais dire, non, c'est pas excessif. Je pense que la CEI a mal travaillé, de façon globale. C'est leur rôle d'organiser les élections. Mais on a vu des bureaux qui ont ouvert à des heures, vers 10 heures. Moi, j'étais dans un centre de vote, mais même le jour du vote, les gens ne pouvaient même pas aller sur le site
le site que la CEI a mis en place pour vérifier sa présence sur la liste électorale ou chercher son bureau de vote. Oui, et c'est à 17h que ça a été ouvert. Mais voilà, justement, la CEI, terminer. sachant qu'elle a mal travaillé, a mis tous les candidats au même pied. Là où les unes sont arrivés en retard, tous les candidats de cette zone-là étaient au même pied d'égalité. Et la CEI a proclamé les résultats. Vous avez vu tantôt, Dr Mamba a donné un exemple qui est très éloquent. Le village du président du conseil régional. Le président du conseil régional était un grand militant d'un parti politique. Et il est très facile de faire casser des urnes dans mon village, à moi, pour invalider l'élection de quelqu'un qui n'est pas de mon parti politique, qui va battre mon candidat. Vous voyez comment c'est aussi facile que ça. Et ces décisions-là, on peut les critiquer. Nous, de DO, on peut les critiquer. Et c'est ce qu'on est en train de critiquer aujourd'hui. D'accord. Et vous l'avez bien fait ce soir sur les deux sujets. Absolument. Je tenais à vous remercier parce que c'est fini. Lansini Bakayoko, Dr Bamba, Augustin Couillot, Félix Boni, messieurs, merci. Cette émission est réalisée par Fofana Mamadou. Merci à toutes les équipes techniques autour. À dimanche pour un autre numéro du Club de la Presse. À suivre tout de suite le journal des 20h.